In Quebec, the highest tax rate for an income of $150,000 or more is 53.3%. More than half of Canadians' incomes they are being taxed on. So the president has made it clear that he believes Canadians would be better served economically, militarily, if they were to become the 51st state of the United States of America. When you take away that artificial line that looks like it was done with a ruler, and that's what it was. Some guy sat there years ago and they said, "Rah." Well, when you take away that and you look at that beautiful formation of Canada and the United States, there is no place anywhere in the world that looks like that. Madame Levitt a un peu beaucoup exagéré quand elle dit 150 000 $, c'est 53 d'impôt. Si elle parle en dollars américains, ça équivaut à 216 000 $ canadiens. Puis là, l'échelle de l'impôt, c'est autour de 50 Donc, on sait ici que c'est graduel, mais avec tous les services publics qu'on a, elle milite pour les conditions de vie pour justifier le 51e État. Alors, ça nous angoisse beaucoup dans le paysage actuel et cette frontière n'est qu'une ligne artificielle vouée à disparaître, dit Donald Trump. Alors, l'idée du Canada comme 51e État est désormais intégrée au discours de la Maison-Blanche. Quasiment tous les jours, il en parle. Alors, derrière ces menaces d'annexion, Donald Trump s'intéresse aux ressources du Canada, notamment en eau. La frontière traverse en effet 4 des 5 grands lacs. Donald Trump dit que le partage entre le Canada et les États-Unis est inéquitable. Alors, on a deux invités. François Furstenberg, historien, professeur de politique américaine à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, au Maryland, donc pour avoir la perspective américaine. Et il est aussi chercheur au Cerium à Montréal. Et Frédéric Lasserre, professeur au département de géographie à l'Université Laval et directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Je leur ai parlé un peu plus tôt cet après-midi. François Furstenberg et Frédéric Lasserre, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Quel Bonsoir. sujet? Ça a commencé par une blague à Mar-a-Lago dans l'oreille de Trudeau. Là, il en parle, le président Trump, régulièrement. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, il en a parlé 2 fois. Cette frontière canado-américaine, elle est artificielle. Il faut l'invalider. Il faut revoir le tout. Frédéric Lasserre, c'est un peu votre spécialité, en plus d'être un spécialiste de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie, cette menace d'effacer la frontière? Puis à quel moment elle a été définitivement déterminée? Il y a eu plusieurs traités successifs qui ont permis de préciser, de définir, ensuite d'organiser la démarcation de la frontière entre les possessions britanniques au nord et les États-Unis au sud. Le dernier traité, c'est celui de 1908, qui donc reprend un petit peu tous les traités qui ont été signés auparavant et qui prévoit justement des mécanismes pour gérer conjointement la frontière, donc achever la démarcation, et on prévoit aussi la création d'une commission frontalière pour justement être en mesure de gérer avec les 2 États tous les points qui pourraient intervenir dans la gestion commune de ce traité frontalier, de cette frontière. De fait, il est assez difficile de comprendre exactement ce que envisage le président, puisqu'il n'a pas précisé qu'est-ce qui n'allait pas dans ce tracé frontalier qui a été négocié. Les traités ont été signés, ça a été ratifié par le Congrès américain comme par le Parlement britannique à l'époque. Donc, aucun des 2 États ne pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces traités. Donc, on ne peut pas les accuser d'être illégitimes puisqu'ils ont été négociés, signés et ratifiés. Donc, on est réduit à, encore une fois, à des conjectures. Que veut exactement le président Trump? Sur quel argument est-ce qu'il pose, est-ce qu'il place ces éléments, ce qu'il avance aujourd'hui pour essayer de délégitimer la frontière américaine? Qu'en pensez-vous, François? Que veut-il? Et quel était l'état d'esprit du côté américain pour signer toutes ces conventions et tous ces traités au fil de l'histoire jusqu'en 1908? Tantôt, Donald Trump avait l'air de dire que ça n'avait aucune valeur. Là. On a tracé ça comme ça, puis il veut l'invalider. Oui, enfin, quelque part, toutes les frontières sont des lignes artificielles, si vous voulez. Je crois que c'est son expression. Autant la ligne entre le New York et la Pennsylvanie, la frontière entre la Californie et l'Oregon, tout est quelque part inventé. Mais dans le cas du Canada et des États-Unis, c'est une frontière que, comme on vient de l'entendre, qui a été négociée au fil des siècles. Et qui a une réalité légale qui a été signée maintes fois et puis depuis plus d'un siècle il y a une commission qui existe pour
pour maintenir la frontière et les lignes de démarquage. Alors, qu'est-ce que veut Trump? C'est toujours difficile et je dirais même dangereux pour moi d'aller dans sa tête. Moi, je vois Trump un peu comme principalement un agent de chaos. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train de miner non seulement les alliances entre les États-Unis et les alliés européens à travers l'OTAN, l'alliance entre les États-Unis et l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, mais maintenant l'alliance qui date, la plus proche alliance, je dirais, des États-Unis, entre les États-Unis et son voisin au nord. Et donc qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, je vois ça honnêtement comme du trolling. Enfin, c'est sa façon de porter l'attention, c'est sa façon d'aller dans la tête de l'autre, de secouer la confiance autrefois. Avant, c'était Justin Trudeau en l'appelant gouverneur. Ça va de soi. Alors, est-ce qu'il a des ambitions plus larges? C'est essentiellement inimaginable que le Canada devienne le 50e, enfin, soit annexé par les États-Unis, autant parce que le Canada refuserait, autant parce que la vaste majorité d'Américains diraient que c'est insensé. Donc, qu'est-ce que veut Trump? C'est impossible à dire. Mais quand même, je dois revenir avec vous sur cette idée qu'au fil des 200 ans passés, qu'est-ce qui animait les présidents américains, au fond, face à la frontière du Canada? Avec le Canada, est-ce que c'était une priorité? Est-ce qu'on en faisait une question de sécurité nationale? Est-ce que c'était des négociations difficiles? Qu'en est-il? Oui, alors, évidemment, depuis la Révolution américaine, autrefois, avant la Révolution, c'était le continent nord-américain, enfin légalement, on va dire, appartenait à la Grande-Bretagne. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Lorsque les 13 colonies se sont déclarées indépendants et ont gagné leur indépendance, il fallait évidemment établir une frontière entre les États-Unis et ce qui était l'Amérique britannique à l'époque, ce qui est plus tard devenu le Canada. Ça n'a jamais été... c'est une frontière qui est la plus longue, la frontière terrestre la plus longue du monde. Et donc c'est compliqué de démarquer. C'était la science du XVIIIe siècle, plus tard du XIXe siècle, une fois qu'on a décidé de suivre le parallèle, le 49e parallèle, c'était avec les instruments de l'époque. Donc aujourd'hui, avec le GPS et tout ça, on voit qu'il y avait des variations, mais ça n'a jamais été une question, enfin, depuis la guerre de 1812, on va dire, ça n'a pas vraiment été une question militaire ou diplomatique hautement compliquée, c'était plutôt une question technique, je dirais, rien d'autre. Est-ce que, selon vous, Frédéric Lasserre, donc, il y aurait actuellement des raisons scientifiques pour refaire la frontière avec une meilleure méthode du 21e siècle, ou on suppose que des raisons d'intimidation pour avoir accès à l'eau et à d'autres ressources? Alors, quand bien même on arriverait à identifier des décalages entre l'endroit physique, donc la démarcation de la frontière, et la définition, la délimitation telle qu'on peut la trouver dans les traités. Ça a déjà été le cas dans le passé, et puis ensuite on a choisi de vivre avec les erreurs. C'est pour ça que la frontière, par exemple, traverse le village de Stansted, notamment la fameuse bibliothèque Haskell, qui est traversée à l'heure actuelle par ce traité frontalier. Donc ça fait partie des héritages, des curiosités historique dont on est assez friand, même si maintenant les États-Unis trouvent que c'est un petit peu compliqué à gérer du point de vue de la sécurité. Il n'empêche que l'approche traditionnellement adoptée par les deux administrations, tant du côté canadien que du côté américain, c'est de dire, bon, peut-être qu'il y a des décalages de quelques mètres, voire de quelques centaines de mètres que l'on pourrait identifier, mais est-ce vraiment important, sachant que cette frontière est quand même extrêmement longue, que l'on a pu s'accommoder de son tracé à l'heure actuelle, que la frontière est clairement démarquée, identifiée par des bornes, et le fait qu'on défriche la forêt, la végétation de part et d'autre. Donc pourquoi revenir sur ce qui a déjà été accepté, qui est entré dans les faits, qui fonctionne relativement bien. Donc c'est peut-être ça que M. Trump a identifié, mais je ne le crois pas. Moi, je pense plutôt que c'est un élément de négociation. Il s'agit là encore de faire pression sur le Canada, de même qu'il a annoncé
ces politiques tarifaires dont on ne comprend pas très bien la logique d'ailleurs. Donc, il y a des annonces contradictoires de jour en jour, de même qu'il a annoncé qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État. Donc, c'est plutôt une espèce de bras de fer, une technique de négociation, un petit peu comme au poker. On essaye de faire peur aux partenaires de négociation. Donc, essayer d'annoncer que l'on veut redéfinir la frontière, la renégocier de force, il me semble que ça fait partie de cette stratégie, de ce comportement de la part de l'administration Trump. Et pourtant, depuis Mar-a-Lago, la visite de M. Trudeau, on ne cesse de répéter, François, de ce côté-ci de la frontière, avec l'analyse d'experts constitutionnalistes et tout ça, que ça ne se peut pas. On ne peut pas modifier la Constitution canadienne du jour au lendemain. Il n'y aurait pas de consensus populaire. Donc, légalement, ce ne serait pas faisable. Est-ce qu'il faut craindre d'autres types d'actions, de représailles, d'après vous? Est-ce que Trump est assez déterminé pour dépasser les bornes? C'est le cas de le dire, on parle de bornes de frontières, là. Mais est-ce qu'il pourrait dépasser les bornes? Trump, c'est toujours difficile de faire des prédictions. Moi, ma lecture de ce qui se passe en ce moment, c'est que dans son premier mandat, Trump était entouré de personnes avec une certaine envergure. C'était des gens d'expérience, c'était des gens qui comprenaient, on va dire, la réalité du monde. Trump a toujours été un peu détaché des réalités politiques et autres. Ça fait, je pense, partie de son attrait pour ses partisans. Dans son deuxième mandat, il n'est plus entouré par des gens d'expérience et d'intelligence et de sagesse. Il est entouré par des gens qui sont des loyalistes et rien de plus. Et donc, toutes les idées qui rentrent dans la tête de Donald Trump, que ce soit un tweet qu'il est en train de lire ou quelque chose qu'il voit sur Fox News ou sur une autre chaîne, il va l'articuler et maintenant tout le monde va sauter. Autrefois, il y a 6 ans, enfin dans son premier mandat, je pense que ces idées, il les aurait dit à ses proches. Et les proches auraient dit oui, d'accord, Donald, on passe à autre chose maintenant. Mais ça marche plus comme ça. Donc maintenant, c'est tout le monde qui doit bouger en réaction à une idée qui rentre dans sa tête. Alors, dans ses intentions, ses ambitions, Frédéric Lasserre, puis ce sera la fin de cet entretien, on parle de l'eau. Vous êtes un spécialiste de l'eau. Quelle est l'importance et la valeur de l'eau à laquelle il voudrait avoir accès? Alors, c'est un élément qu'il a mentionné à plusieurs reprises pendant la campagne. Encore à la fin de l'automne, il a mentionné la possibilité de brancher, lors de l'épisode des incendies en Californie, la possibilité de brancher un robinet géant sur les ressources en eau du Canada pour acheminer davantage d'eau dans l'ouest des États-Unis. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, là encore. Ça fait depuis les années 60 que, comme un serpent de mer, cette idée que les États-Unis pourraient aller chercher davantage de ressources en eau au Canada pourrait régler les problèmes de rareté relative, moi je dirais plutôt de mauvaise gestion de la ressource en eau dans l'ouest des États-Unis. Et puis on s'aperçoit que, oui, c'est une idée qui fait régulièrement partie du débat politique aux États-Unis, mais ça n'avance pas, ne serait-ce que, d'abord les Canadiens ont toujours manifesté leur opposition à ce type de projet, même s'il y a des projets qui ont pu aussi être formulés par certaines entreprises, des compagnies d'ingénierie québécoises ou canadiennes, mais il n'empêche qu'à la base, ce projet n'avance pas, surtout pour des raisons d'ordre économique. 1 mètre cube d'eau, ça pèse 1 tonne. Acheminer des millions de mètres cubes d'eau sur des milliers de kilomètres, ça représente une dépense énergétique extrême, très, très importante. En plus, il faudrait construire ces infrastructures. Et donc, ces projets qui semblent aller de soi sur le papier, il y a beaucoup d'eau au Canada, on a besoin d'eau en Californie, donc il suffit de mettre une paille dans l'eau canadienne pour régler le problème. Mais en fait, se heurte à la dure réalité économique. D'accord, mais qui va payer pour construire ces infrastructures et qui va payer pour acheminer cette eau, si tant est que les Canadiens soient d'accord avec l'idée qu'on puisse acheter l'eau du Canada pour satisfaire ses besoins en Californie. Donc, M. Trump, de nouveau, parle de ceci comme si ça allait de soi, mais ça fait partie de son mode de pensée. Il suffit d'avoir une bonne idée, semble-t-il croire, pour qu'on ait réglé le problème. Sauf que ça fait 60 ans qu'on en parle. Ouais. Alors, lui, qu'on décrit comme un roi, comme un empereur, mais peut-être qu'on pourrait dire qu'il a des idées pharaoniques. On verra bien où on en sera dans les années à venir. François, merci beaucoup. Frédéric Lasserre, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.